Bonjour Shraga. Bonjour Michael. Alors cette semaine, on a enfin les listes électorales. La commission électorale de la Knesset a publié les noms des candidats et donc 32 listes qui se présentent aux élections du 17 septembre. Cette semaine, émission spéciale, on va se consacrer uniquement à ces listes et aux coulisses de ces listes, puisque c'est le thème de l'émission. Alors, on va commencer rapidement, on va faire un état des lieux, d'abord donc avec les partis de droite. Shraga. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a, disons, 9 listes qui sont pratiquement sûres de passer le seuil d'éligibilité. Donc sur les 32 listes, il y en a 23 qui sont des listes pour la forme. Parfois très fantaisistes. Qui reste moins que les 42 du mois d'avril. Oui, ça c'est un peu réduit à la lessive. Et en tout cas, donc il y a 9 listes. Sur les 9 listes, alors droite, est-ce qu'on compte Avigdor Lieberman ou pas? Enfin, idéologiquement peut-être, on ne sait pas. En tout cas, la liste du Likoud, elle n'a pas changé depuis les dernières élections, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur cette liste, si ce n'est que l'objectif de Benjamin Netanyahou, c'est d'avoir le plus de députés possible pour dépasser ce cap fatidique avec la coalition de 61 sièges, pour éviter de donner à Avigdor Lieberman le rôle d'arbitre. Et vous voulez dire quelque chose à propos du Likoud ? Oui, il y a un petit changement quand même, c'est que entre-temps, le parti Kulanu s'est fondu au Likoud, et donc Karlon et trois députés à lui se sont insérés dans la liste du Voilà. Tali Plaskov, d'ailleurs, est placée à la limite, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sûre de rentrer à la Knesset. Par contre, Moshe Karlon et Eli Cohen, ministre de l'économie, oui. Donc, pour le Likoud, il n'y a pas de grand changement. Concernant, par contre, la droite unie, évidemment, il y a du changement, puisque, entre-temps, l'alliance technique a été conclue entre Abayit Yehoudi et la nouvelle droite d'Ayelet Shaked. Et ce qui est assez intéressant dans ce parti, dans ce bloc, si vous voulez, c'est que si on s'en tient, disons, aux sondages qui prédisent à peu près 12 ou 13 sièges, il y a quand même 5 femmes. Ce qui est assez intéressant. Oui, mais pas... il y a des nouvelles têtes dans cette liste, on a vu, et il y a Shuli Moalem qui a disparu, qui a été longtemps députée centrale de ouais, je ne sais pas si elle a disparu, en tout cas elle est assez en arrière. En tout cas, c'est une liste qui est dirigée par une femme, Ayelet Shaked. En tout cas, c'est assez intéressant. Ensuite, il y a deux partis orthodoxes, Shas et Yadut HaTorah, où il y a un peu moins de femmes. Et aucune, disons-le. Et dont les candidats sont les mêmes qu'aux dernières élections. Et donc, voilà, maintenant, si on prend Avigdor Lieberman, vous voulez le faire à la fin, on le fait maintenant. Avigdor Lieberman, donc c'est lui qui décide de la liste. Alors, si on s'en tient au sondage actuel, où on lui prédit entre 9 et 11 sièges, ce qui serait intéressant, c'est que si ce parti obtient 11 sièges, il y aura peut-être pour la première fois, je crois, un arabe chrétien qui est placé numéro 11, il s'appelle Shadi Khaloul, et qui est arabe chrétien sioniste. Et donc, si Avigdor Lieberman obtient 11 sièges, il y aura un arabe chrétien à la Knesset qui fera le pendant de la liste arabe unie. Autrement, dans la liste d'Israël Beitenu, j'ai pas les noms en tête, mais en tout cas, il y en a plusieurs qui ont consonance russe, forcément. Oui, voilà, ça c'est pour les partis de droite. Sans surprise, voilà. Et alors, on est parti du centre-gauche et gauche, alors je vous laisse la parole. Alors, donc la liste bleu-blanc, pareil que le Likoud, aucun changement. Par rapport aux élections du mois d'avril. Alors évidemment, on va en reparler. Ça se passe pas toujours très bien entre les dirigeants, parce que je rappelle que la liste bleu-blanc n'est pas un parti, mais l'union de trois formations, Hossein l'Israël de Benny Gantz, Yesh Atid de Yair Lapid et Telem de Bougie Ya'alon. Finalement, c'est la même chose, et les sondages donnent d'ailleurs à peu près le même nombre de sièges qu'au Likoud, entre 28 et 35 selon les jours. On verra en septembre ce qui va se passer. Donc à gauche, par contre, ça s'est scindé. Au lieu d'union, en fait, on a deux nouvelles formations une ancienne formation, le Parti travailliste. Donc le Parti travailliste, on le sait, dirigé aujourd'hui par Amir Peretz, avec aussi une particularité. Pour la première fois, sur les 10 premiers noms de la liste du Parti travailliste, il y a 5 séfarades. Pour un parti qui longtemps s'est vu un parti élitiste ashkénaze, c'était assez intéressant à mentionner. Eh bien, est-ce que c'est ça qui a fait que Ehud Barak a créé une nouvelle liste plus ashkénaze autour de Meretz? Alors là-bas, en fait, il s'agit aussi d'une union de trois
formations, ce qu'on appelle donc l'Union démocratique, le camp démocratique donc créé par Ehud Barak, qui est l'union aussi de 3 formations politiques comme Bleu Blanc, c'est-à-dire le parti d'Ehud Barak, anciennement Atzmaout, qu'il avait créé quand il avait démissionné de la tête du Parti travailliste. Meretz, donc le parti le plus à gauche sur la carte politique israélienne, et en fait le mouvement vert, les écolos, parce que Stav Shafir, en quittant le Parti travailliste, ne pouvait pas prendre l'étiquette du Parti travailliste. Elle a dû démissionner. Or, le Parti travailliste ayant disons, un mandat du Parti vert, donc elle est partie sous cette étiquette. Elle n'est pas la seule, il y a aussi Yael Cohen-Farhan, qui, elle, était vraiment à la tête du Parti des Verts, mais finalement a autorisé à ce que le parti se regroupe autour d'Ehud Barak. C'est pas simple du tout. Et les sondages, on ne sait pas non plus encore si cette liste va faire un flop ou va se retrouver comme Meretz habituellement à 4, 5, 6 sièges, ou au contraire, va réussir à supplanter le Parti travailliste et devenir peut-être la première force de gauche du prochain Parlement. En tout cas, sur ce camp démocratique, il peut y avoir un changement quand même, c'est qu'il y a une personnalité de Meretz qui risque fort de plus être à la Knesset, c'est Michal Rosin, qui a été relégué à la 13e place, donc pratiquement inéligible. A priori, ouais. Voilà. Qui a été longtemps député. Bien sûr. Et n'oublions pas la liste arabe unie. Alors les partis arabes, c'est aussi 3 partis, très simple. Même la plus politique que 3, il y a Ram, Balad, Ta'al. Voilà, ils sont à la base. Voilà. On va dire quand même la moitié des listes ici sont des listes formées de 2-3 formations politiques. Donc la liste arabe unie, ils n'étaient pas unis en avril, ils se sont unis à nouveau. On se rappelle qu'en 2015, c'était la 3e formation politique de la Knesset, avec 13 sièges derrière le Likoud des partis travaillistes. Là, les sondages leur donnent moins, et un taux d'abstention très fort dans le secteur arabe, qui fait qu'ils risquent de perdre des voix, avec aussi de plus en plus d'Arabes israéliens qui veulent voter pour des partis qui s'intéressent plus à leurs propres intérêts qu'à la défense de la cause palestinienne. On l'a vu, c'est peut-être aussi une possibilité pour eux, pour les listes arabes, de perdre encore quelques sièges. Donc Lieberman, on en a parlé. Donc on se retrouve avec toutes les petites listes. Alors je fais quand même une différence. Il y a les listes qui n'ont aucune chance de passer. Il y a aussi 2 listes qui approchent, mais qui apparemment ne passeront pas. C'est Otzma Yehudit et Zehut, qui ont finalement décidé de ne pas se joindre à l'alliance de droite. Alors, c'est pas des tout petits partis, c'est des petits partis qui sont crédités de 2,9 ou 1, et quelques %, donc pas éligibles. A priori, non, selon les sondages. On a déjà eu des surprises. Il ne faut pas oublier que dans l'histoire de la Knesset, on a eu des partis qui est crédités d'aucun siège qui rentrent à la Knesset, parfois, comme vous vous souvenez, du Parti des retraités avec 6 sièges, ou d'autres qui étaient à peine à la limite du seuil d'éligibilité et qui finalement se trouvent partenaires d'une coalition. Donc on ne sait pas. A priori, on peut attendre septembre sans prendre de gros risques pour l'instant à la radio, parce que c'est enregistré. Mais c'est vrai que Otzma Yehudit, rappelons-le, donc le parti d'extrême droite de Itamar Ben-Gvir aujourd'hui, qui est à la tête de ce parti, donc l'alliance n'ayant pas fonctionné jusqu'au dernier moment, il y a eu des tentatives de faire une alliance avec la droite unie sans succès, et la liste de Moshe Feiglin. Alors la liste de Moshe Feiglin est très différente de celle du mois d'avril, parce qu'en avril, d'abord, les sondages lui donnaient 10 sièges et il n'est pas du tout entré. Mais Feiglin était accompagné de 2 personnalités. Le rabbin Chaim Amsalem, bien connu des francophones, et d'un parti qui dirigeait un parti religieux très ouvert, séfarade, et d'un autre partenaire, Gadi Wierchansky, comédien, comique, mais grand partisan de la légalisation du cannabis. Et là, on se retrouve avec Feiglin tout seul, finalement, entouré de proches à lui, mais pas de personnalité connue. Et d'ailleurs, dans les sondages aujourd'hui, il s'écroule. À droite, il y a eu des problèmes internes aussi au parti par rapport au il a failli lui-même perdre son il avait démissionné. Son siège. Voilà. Alors, concernant Otzma Yehudit, quand même une nouveauté, c'est que si jamais ce parti passait le cap, numéro 3 de la liste, c'est Adva Biton, une femme. C'est vrai. Adva Biton, la maman de la petite Adèle Biton Hachemi Komdama, qui était décédée 2 ans après beaucoup de souffrances, après
un attentat au jet de pierre qui avait provoqué un accident, qui l'avait très très gravement blessé. Et donc, une femme très militante qui a décidé de se présenter sur la liste Asmathéodite. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'est la présence de Adva Biton qui était pour que beaucoup d'Israéliens aient senti beaucoup d'empathie, beaucoup d'empathie envers cette histoire tragique. Parce qu'on a beaucoup parlé. Et c'est la présence de cette femme qui a empêché l'union d'une autre union qui était prévue jusqu'à la veille, jusqu'à quelques heures avant la fermeture des listes, avec le parti Noam, donc nouveau parti des élèves du Rav Tao, donc un parti, on pourrait qualifier des gens de parti ultra-orthodoxe sioniste, c'est-à-dire un parti qui donc refuse la présence de laïcs ou de femmes sur sa liste, et c'est la raison pour laquelle l'union ne s'est pas faite, et qui est donc un parti qui est aussi donc très à droite, mais qui en fait veut surtout délivrer un message, et pas, a priori, les dirigeants de Noam savent qu'ils ne vont pas rentrer à la Knesset, ils veulent délivrer un message de normalité selon eux, la normalité selon eux étant le mariage hétérosexuel, et empêcher les conversions, lutter contre les réformés, les mouvements libéraux. Voilà. Alors, donc, une petite liste maintenant. Alors, après ces listes plus ou moins connues, donc on a les listes encore moins connues. Et alors, à chaque Knesset, il y a ces listes parfois loufoques, parfois avec plein de bonnes intentions. Mais c'est vrai, souvent, c'est pour délivrer un message qui est entendu nécessairement par ceux qui suivent de près les élections, mais qui en général, après, disparaît. Alors, on a vu le parti dirigé par Ron Kubi. Ron Kubi, qui est maire de Tibériade, qui fait beaucoup parler de lui, qui a beaucoup fait parler de lui, qui lutte contre les religieux de manière assez virulente. On dirait presque une croisade. Voilà, une croisade, c'est bien. On dirait presque à côté de lui que Lieberman et Lapid sont proches des orthodoxes. Et donc il se veut lutter. Et le titre de son parti, c'est luttons contre la coercition charédite, contre la coercition orthodoxe. Disons qu'il a peu de chances d'être élu. Alors, un autre parti qui a fait parler de lui, le jour même de la présentation des listes électorales, une liste s'appelle Rouge et Blanc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est du vin, non ? Voilà, non, Rouge et Blanc, c'est une liste qui est dirigée par un Ami Feinstein, ancien maire adjoint de Rehovot, qui, quand il était maire là-bas, faisait aussi une campagne très médiatisée. Il avait peint en rouge et blanc les trottoirs, enfin, il protestait contre beaucoup de choses, et il est pour la légalisation du cannabis, et c'est lui qui a récupéré le comique qui était proche de Feiglin. Et il a fait une apparition intéressante sur la scène politique israélienne en arrivant à la Knesset avec des petits sachets de cannabis qu'il a distribués aux journalistes avant sa première et peut-être unique conférence de presse. Disons que ça mettait un peu de couleur à la Knesset. Autre liste colorée, celle des pirates. Presque à chaque élection, les pirates se présentent. Les pirates, c'est un mouvement qui s'est créé en Europe, en Grèce, en Espagne notamment, où ils sont représentés au Parlement, un mouvement qui milite pour une démocratie totale. C'est-à-dire, si on est élu, disent les représentants des pirates, c'est vous qui déciderez des lois. Pour qui nous, on doit voter, quand est-ce qu'on doit lever la main pour ou contre tel sujet. Donc les pirates arrivent, chaque présentation de leur liste à la Knesset face à la commission électorale arrive déguisée en pirate, et donc c'est toujours amusant, c'était pour la couleur. Il y a une autre liste, une liste qui s'appelle le bloc biblique. Le bloc biblique est dirigé par des évangélistes. Il y a sur la liste juifs messianiques et chrétiens qui militent donc pour le retour du peuple juif sur sa terre, avec comme ambition finale de ramener le royaume de Jésus sur la terre d'Israël. C'est une liste nouvelle. On n'a pas entendu parler pour l'instant. Il faut savoir que le chef de file habite Kedar, une petite localité juive près de Ma'ale Adumim. Autre liste intéressante, celle de Kama qui s'appelle Kidum Mahamad Aprat, faire avancer le statut des personnes, le statut de la personne, lutter contre les droits, contre les services sociaux qui souvent, selon elle, on va y revenir, abusent des citoyens. Et il s'agit donc d'une liste de femmes orthodoxes, de femmes
qui ont la tête couverte parce qu'elles se disent mariées à Daniel Ambache, un chef de secte qui a été condamné à 26 ans de prison pour sévices, torture et emprisonnement sur ses femmes et enfants. Certaines de ces femmes, celles qui n'ont pas témoigné contre lui, on décide depuis des années de le soutenir. Et là, elles vont plus loin que le soutien dans les médias. Elles se présentent à la Knesset, donc disent-elles, avec l'expérience qu'elles ont eue, leur expérience malheureuse face aux autorités israéliennes, donc de lutter pour défendre les citoyens. On en parle ou... Oui. Non. Liliane Ambache, ça permet de parler aussi des candidats francophones. Et donc ça nous amène au dernier sujet, presque, en tout cas de ces listes, c'est les candidats francophones, puisque cette liste est dirigée par les femmes d'Ambache, dont l'une est une Ola de France. Or, souvent, à qualité, on met en avant les Olim de France. Alors, Ilana Ambache, elle n'entrera pas à la Knesset, elle est numéro 4. Elle a fait son Alia de France, bien qu'elle soit numéro 4. Mais il y a donc 4 autres Olim de France sur des listes électorales qui, a priori, selon les sondages aujourd'hui, aucun ne rentre à la Knesset, mais on ne sait pas. La loi norvégienne, c'est-à-dire qui permet, si un ministre d'un parti, un député devient ministre, il démissionne, et donc le député rentre. On en reparlera, mais donc qui sont ces 4 autres candidats? On trouve Olivier Rafovitch, que tout le monde connaît, ancien officier supérieur de Tzahal, porte-parole, et qui est entré à Israël Beitenou, qui est 16e sur la liste, donc... Voilà, limite, on va limite. dire. Il y a Yom Tov Kalfon. Rappelons que Olivier Rafovitch est une personnalité dans la communauté francophone. Il a été directeur de l'agence juive à Paris. Et c'est quelqu'un donc, qui peut attirer, a priori, sur son nom des voix françaises. Tout à fait. Oui, il est très médiatique. Pour un parti qui, justement, n'a jamais fait campagne en direction des Français. Voilà. Peut-être une bonne idée de la part de Victor Lieberman d'essayer de toucher un autre public. Très bien. Yom Tov Kalfon, qui s'était présenté déjà sur la liste de la Nouvelle Droite lors des dernières élections, et qui est 17e dans la droite unie. Là aussi, a priori pas éligible, mais avec une loi norvégienne, si c'est un gouvernement de droite qui est mis en place. Beaucoup de si, mais rappelons que Yom Tov Kalfon était 12e sur la liste de la droite unie aux dernières élections, ou 11e, je ne sais plus, mais là, il est 8e. C'est-à-dire que si Shaked avait couru seul, 8e, il aurait peut-être eu plus de chance. En tout cas, ça montre l'intérêt de cette liste pour l'Alia de France. Il y a Yossi Tayeb, 12e sur la liste chasse. Là aussi, d'après les sondages, pas éligible, mais... Pareil, Yossi Tayeb qui lui aussi a été avancé par rapport... Il était 15e en avril et il était avancé. Donc encore un Français sur une liste chasse qui clairement a réclamé même le portefeuille de l'intégration. Voilà. Meir Benayoun, qu'on connaît aussi, 11e sur la liste Otzma Yehudit. Et enfin, donc la candidate dont on parlait, Ilana Ambache sur la liste Kamak, 4e, c'est une bonne place, mais sur une liste qui ne passera pas, même si on est premier, ça ne sert pas à grand-chose. Alors on en arrive à la rubrique finale, tant attendue par nos auditeurs, enfin je l'espère en tout cas, la rose et le cactus. Alors la rose, vous avez choisi cette semaine? Alors, le Rav Ben Dahan. Eli Ben Dahan était une personnalité donc députée et actuellement vice-ministre de la Défense, qui était au foyer juif et qui, bien que début de sa carrière politique, le Rav Ben Dahan, qui a été ancien directeur des tribunaux rabbiniques en Israël et qui était une personnalité rabbinique de premier plan, quand il est rentré en politique, il est rentré au sein du parti Tkouma où il avait une place assurée sur la liste de la Knesset, mais il a voulu se présenter il y a quelques années face aux électeurs et il a participé aux primaires du parti foyer juif à l'époque de Naftali Bennett. Il est arrivé 2e aux primaires, ce qui montrait sa popularité au sein de ce parti. C'était déjà un geste courageux. Et là, malgré sa fidélité à son parti, aux idéaux de son parti, mais peut-être aussi parce que c'est pas un grand combattant politique, il a été recalé quelque part à la 13e place, donc une place qui a priori non plus n'est pas éligible à la Knesset, pour quelqu'un qui est vice-ministre de la Défense depuis 4 ans et qui a fait énormément dans l'ombre, souvent. Voilà. Il a été interviewé après le dépôt des listes en disant qu'il aurait préféré que ça se passe autrement, mais que pour l'unité au sein de la droite, il était prêt à faire des sacrifices. Il a dit d'ailleurs, un peu en riant, il a dit « Je suis le mouton qu'on apporte en sacrifice, mais il fallait le faire. Ouais, » C'est aussi une marque un peu d'humilité. Voilà, et c'est pour ça qu'il a la rose. On aime bien quand les hommes politiques sont humbles face aux décisions. Voilà.
Alors, pour le cactus, j'ai choisi cette semaine Yair Lapid. Yair Lapid parce que il faut savoir que l'un des slogans principaux du Parti Bleu-Blanc, c'est de dire que on va changer le ton de dialogue, des discussions politiques, de débat politique en Israël par rapport à Benjamin Netanyahou qui ne cesse de diviser, etc. Enfin, on connaît les slogans. Et Yair Lapid a de nouveau ça fait parler de lui hier en publiant une petite vidéo de propagande électorale en montrant les orthodoxes comme étant des personnes cupides qui sont prêts à tout pour entrer au gouvernement et obtenir des... Voilà, surtout rafler les caisses de l'État. Et il faut dire que cette fois-ci, ça a créé pas mal de remous au sein de Parti Bleu-Blanc. On n'est pas du tout content de la manière dont il procède parce que on se dit, si on veut gagner les élections... Difficile de vendre l'unité. Voilà, l'unité, et puis aussi se mettre à dos tout un secteur de population. Alors, Yair Lapid a déjà fait, quand il faisait cavaler seul au début, dans les précédentes législatures, il avait pris ça comme cheval de bataille, les orthodoxes et les juifs de Judée-Samarie qui dévalisent l'État. Alors, pour les juifs de Judée-Samarie, il s'est un peu calmé parce que c'est un électorat qui veut courtiser. Oui. Mais là, avec les orthodoxes, il a de nouveau été trop loin. Et je crois que maintenant, les critiques sont de plus en plus fortes. Au sein du parti, même si à l'extérieur, on montre l'unité, etc., il y a pas mal de critiques. Même Benny Gantz, ça fait comprendre qu'il est allé trop loin. Et donc, voilà, il faut rappeler d'ailleurs que dans les semaines qui viennent, on risque d'avoir beaucoup de cactus parce que plus on se rapproche de l'échéance électorale, voilà, plus les députés vont se lâcher. Exactement. Et on risque d'avoir... Et donc nos émissions ne manqueront pas de piquant. Voilà, joli. Merci Shraga. Allez, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.